Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro de politique. Cap sur le détroit de Taïwan où la tension est plus que jamais perceptible. La Chine entame de nouvelles manœuvres militaires sur le détroit de Taïwan. L'opération baptisée Joint Sword simule pour la première fois un bouclage de l'île avec des exercices à tir réel. Pékin parle de succès de l'opération, mais l'affaire n'est pas bouclée pour autant. Les États-Unis appellent à la retenue. Bref, l'Occident voit d'un très mauvais œil ces manœuvres militaires. Les craintes peinent à être dissimulées. S'achemine-t-on vers un scénario similaire à celui de l'Ukraine? Jusqu'où ira la Chine? Ou peut-être peut-on dire jusqu'où iront les États-Unis? Nous accueillons pour le débat de ce soir M. Claude Leblanc, journaliste et auteur spécialiste de l'Asie. Depuis Paris, il est avec nous par Skype. Monsieur Leblanc, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et bien sûr, M. Li Yuan, expert en questions internationales, il est avec nous par Skype depuis Paris. M. Li Yuan, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, depuis Pékin. Merci. L'opération de simulation a attisé les craintes de l'Occident, voire des États-Unis. Sont-elles, ces craintes bien entendu, justifiées? Et pour commencer, avec vous, M. Li Yuan. Le Taïwan est considéré par la Chine comme une de ses provinces, qui est dans la constitution de la République populaire de la Chine, aussi dans la constitution de la République de Chine, le régime ancien qui est déchassé après la révolution par le peuple chinois, parce que considéré trop corrompu et qui met le peuple dans la misère, donc qui a eu la révolution. Et jusqu'à 1949. Ensuite, cette île est protégée sous protectorat américain. Donc, cette guerre civile, entre guillemets, n'a toujours pas terminé d'un point de vue juridique. On n'a pas signé de traité de paix, ni d'accord de sécession. Donc, cette province est considérée par les deux côtés une partie de la Chine. Sauf que, avec l'angoisse stratégique américaine, considère la Chine comme une menace principale à sa trône d'hégémonie mondiale, a essayé enfreindre la Chine, essayer d'empêcher le développement de la Chine, essayer de mettre des problèmes autour de la Chine. On se demande que fait les États-Unis en Asie. Donc, si on voit un peu où se trouvent les bases militaires américaines en Asie, on saura que c'est pas un acteur de paix et ni de bienveillance. Donc, cette question taïwanaise est plus sensible entre la Chine et les États-Unis. Donc, en fait, ce que attendent les États-Unis, c'est un conflit éventuel. Parce que, comme le conflit ukrainien, ce sont les Ukrainiens qui vont se sacrifier pour affaiblir la Russie et l'Europe. Et s'il y aura un conflit en Asie, alors ce sont les Taïwanais qui vont sacrifier pour affaiblir la Chine. Et donc, le jeu est fait. Si la Chine affaiblit, l'Amérique peut toujours conserver sa suprématie et son hégémonie. Donc, la Chine essaye de résoudre ce problème par une voie pacifique. Mais cette voie pacifique, elle doit être, coordonnée par aussi les pouvoirs politiques taïwanais en interne à Taïwan, mais aussi ne pas être encouragé, que l'indépendance de Taïwan n'est pas encouragée par les Américains. Sauf qu'aujourd'hui, sans le déclarer en vrai, il dit qu'on va respecter la souveraineté de la Chine, Taïwan fait partie de la Chine. Par contre, on soutient l'initiative indépendante de partis taïwanais, et ça, c'est un jeu hypocrite. Donc la Chine, aujourd'hui, c'est sa ligne rouge. Quand on trace une ligne rouge, soit on ne trace pas la ligne rouge, soit quand on trace, il faut maintenir. Voilà. Oui, alors très bien. La même question pour M. Claude Leblanc. Est-ce que vous pensez que ces craintes sont justifiées d'une part? Et puis surtout, pourquoi y a-t-il eu autant de réactions de la part de l'Europe alors que d'autres manœuvres se sont déroulées en mois d'août dernier? Nous le savons très bien avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Alors, pour répondre à votre première question, je ne pense pas qu'on va rentrer dans une phase qui aboutira, en tout cas dans un court terme ou un moyen terme, à un conflit de type de celui qu'on connaît en Ukraine, parce que, d'une part, la Chine ne le souhaite pas. La Chine préfère attendre l'élection présidentielle qui aura lieu l'année prochaine à Taïwan, et qui peut éventuellement ramener au pouvoir le Kuomintang, donc le parti nationaliste, oui. Qui a occupé le pouvoir pendant de très nombreuses années avant que Mme Tsai Ing-wen soit élue en 2016.
Et ce parti, le Kuomintang, s'était engagé avec la Chine, avec le Parti communiste chinois, en 1992 à un consensus qu'on appelait le consensus de 1992, qui avait été conclu à Singapour, sur la question, sur le fait que à la fois le Kuomintang et le Parti communiste chinois reconnaissaient le principe d'une seule Chine, c'est-à-dire que Taïwan reconnaissait le fait qu'il n'existait qu'une seule Chine et que le continent était éventuellement sous contrôle de Taïwan et inversement. Et donc ce consensus-là a permis en fait un espèce de statu quo pendant de nombreuses années, qui a été un peu remis en cause à partir de 2016 quand Madame Tsai Ing-wen a été élue parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître ce consensus, et à partir de ce moment-là, Pékin est rentré dans une logique d'isolement international de Taipei, qui a plutôt bien fonctionné, puisque en l'espace de 7 ans, Taïwan a perdu 9 liens diplomatiques avec des pays assez importants. Il ne lui reste plus aujourd'hui que 13 pays qui le reconnaissent officiellement. Et dans le même temps, il y a eu les tensions avec les États-Unis qui ont fait de Taïwan en fait un enjeu stratégique pour les États-Unis, à la fois dans le sens effectivement de vouloir un petit peu titiller les Chinois sur une question qui les touche beaucoup, hein, comme mon interlocuteur le disait précédemment. Pour les Chinois, c'est une ligne rouge. Taïwan fait partie du territoire chinois, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Mais en même temps, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que autant pendant des années à Taïwan, il y avait un sentiment assez fort d'appartenance à la Chine, dans le sens où une bonne partie de la population taïwanaise était des Chinois du continent qui avaient quitté le continent pour aller s'installer à Taïwan, et donc il y avait des liens assez forts entre les deux rives du détroit. Mais ces dernières années, la jeunesse taïwanaise, qui est née, elle, à Taïwan, a vu, disons, sa vie différemment de celle de leurs aïeux. Et donc là, aujourd'hui, on a une espèce de contradiction, en fait. D'un côté, effectivement, Pékin et la Chine qui souhaitent conserver effectivement ce territoire, et en même temps une partie de la population taïwanaise, et en particulier la jeunesse, qui, elle, est beaucoup plus désireuse d'avoir un mode de vie différent de celui de la Chine. Et pour en revenir à votre deuxième question concernant les réactions assez vives en Europe sur les dernières manœuvres chinoises, bon, ça s'explique en grande partie parce que le président français Emmanuel Macron était en Chine, et que le jour où il a quitté Pékin, l'armée chinoise a entamé ses manœuvres. Donc il y a eu en quelque sorte une espèce de moment qui a un peu choqué une partie des Européens, alors que je pense que les Chinois n'ont pas attendu que Macron quitte Pékin pour entamer les manœuvres, mais attendaient surtout que Madame Tsai, qui était aux États-Unis, revienne à Taipei, puisqu'elle est revenue vendredi à Taipei. Et ils attendaient également que Monsieur Ma, l'ancien président Ma, qui était lui en Chine populaire pour un voyage privé, rentre aussi le même jour, le vendredi, à Taipei, pour finalement montrer aux Taïwanais, que ce soit à la population taïwanaise, mais également à la classe politique, qu'elle soit du Kuomintang ou du Parti démocrate communiste progressiste, que eh bien, il fallait qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc ces manœuvres ont été mises en place, elles étaient attendues, hein, parce que comme il l'avait fait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en mois d'août dernier, après la visite de Nancy Pelosi, des manœuvres du même type, à vrai dire, hein, un encerclement de Taïwan, on ne pouvait que s'attendre à ce type de manœuvre. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est que, en définitive, c'est la visite de Madame Pelosi au mois d'août qui a marqué une espèce de tournant, parce que jusqu'à présent, la Chine populaire, à chaque fois qu'elle voulait manifester, j'allais dire, son désaccord vis-à-vis de Taïwan, faisait des manœuvres dans le détroit. Mais là, cette fois-ci, elle fait des manœuvres tout autour de l'île, et en fait, elle manifeste réellement l'emprise sur l'île. Et ça, c'est quelque chose qui a changé et qui peut avoir à l'avenir, effectivement, peut-être des développements un peu plus difficiles
à accepter, notamment à Taïwan, mais je ne pense pas que ça se passera avant l'élection présidentielle du mois de janvier prochain. En tous les cas, c'est ce qui semble être le cas. Monsieur Li Yuan, alors les manœuvres chinoises près des côtes taïwanaises c'est des deuxièmes manœuvres très importantes d'ailleurs, et il s'agit d'un bouclage ou d'une simulation de bouclage de l'île de Taïwan ce qui a provoqué un petit peu la protestation donc de plusieurs pays, y compris les États-Unis. Aujourd'hui. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui que la réaction de la Chine n'est au fait qu'une réaction qui est venue au lendemain d'une provocation taïwanaise avec les États-Unis? On va parler les choses terre à terre. Donc, c'est à chaque fois que le président de la Chambre des représentants, numéro 3 politique des États-Unis, un pays souverain, qui rencontre en fait le responsable politique d'une province chinoise, considérée par la Chine comme une provocation, un outrage. On marche sur la dignité de la Chine. On leur a averti que c'est pas bien, qu'il ne faut pas avoir des contacts officiels avec une région rebelle. Et ça, c'est la moindre des choses dans la règle internationale et dans le respect mutuel des nations. Sauf que, pour les États-Unis, on va jouer sur le feu. Donc, en réponse à ce genre de provocation, la Chine a fait ce qu'il y a à faire. N'importe quel pays, je pense que la France n'acceptera pas qu'un responsable chinois rencontre, je ne sais pas moi, l'indépendantiste corse, par exemple, et ça sera considéré comme une provocation. Et inverse, pareil, la Chine n'acceptera pas ça. Les mots ont un sens. Quand le président chinois, quand il rencontre Van der Leyen et le président Macron en Chine, il a dit que ce sera un paranoïa, un mot d'un mot, ce sera un paranoïa d'attendre la Chine recule sur la position taïwanaise. Et c'est inacceptable pour le peuple et pour la Chine d'avoir des ingérences étrangères sur cette terre-là. Et les mots ont un sens. Et vous savez ce que s'appelle, comment on nomme ces manœuvres militaires chinoises? 3 mots. Préparation à la guerre. Monter la garde. Patrouiller. Ce sont le titre le nom, on donne à ces manœuvres. Oui, on prépare la guerre parce qu'on marche sur notre dignité et on marche sur la ligne rouge. Donc, il faut montrer aux États-Unis, personne ne veut faire la guerre. Mais quand on est obligé de le faire, on le fera. Il ne faut pas prendre la patience et la conciliation côté chinois pour la faiblesse. Et c'est pas comme ça qu'on sait les choses. Entre 1949, je dirais jusqu'à 2010, je dirais que la Chine n'a pas d'assurance, n'a pas de certitude de gagner un conflit militaire contre les États-Unis. Donc, chaque fois on condamne, on critique, on appelle son ambassadeur. Mais maintenant, nous avons cette force. Grâce aux efforts collectifs nationaux de tous les peuples chinois, nous avons réussi à créer un pays aujourd'hui puissant. Par contre, cette puissance, elle restera chinoise. On ne va pas envahir que ce soit. On va prendre des territoires qui ne sont pas à nous. Par contre, ce qui nous appartient, nous appartiendra et on ne cédera jamais un centime mètre carré. Donc, c'est comme ça, ce message doit passer aux États-Unis. Si vous ne voulez pas la guerre, jouez pas sur le feu. Par contre, si vous voulez jouer sur le feu, vous savez ce que vous attend. Oui, très bien, Monsieur Li Yuan. Monsieur Claude Leblanc, est-il normal que Taïwan aujourd'hui proteste pour les manœuvres chinoises près de ses côtes, mais ne pie pas mot sur ces mêmes manœuvres américaines en mer de Chine? Enfin, oui, c'est normal parce que le gouvernement actuel de Taïwan défend une ligne politique qui est différente de celle de Pékin aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces réactions-là. Il y a une logique parce que la présidente actuelle, Tsai Ing-wen, est dans une logique effectivement plutôt pas forcément de vouloir l'indépendance, mais en tout cas de prendre ses distances vis-à-vis de Pékin de manière beaucoup plus large que pouvaient le faire les gouvernements précédents avec le Kuomintang, en tout cas depuis le début des années 2000. Et aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas intérêt, les Taïwanais, d'aller critiquer les manœuvres américaines qu'ils font en mer de Chine, parce que de la même manière, en mer de Chine, et je pense que vous parlez de la mer de Chine méridionale, oui. c'est une zone qui est éminemment contestée par de nombreux pays.
dont la Chine, évidemment. La Chine revendique à peu près 90% de la mer de Chine méridionale. D'ailleurs, la Chine, Monsieur Leblanc, parle d'intrusion. Oui, bien sûr. Donc, les considère comme ses eaux territoriales. Exactement. Simplement que le droit international, en tout cas aujourd'hui, ne le reconnaît pas comme ça. Comme tel. Voilà, il y a eu une décision de la Cour arbitrale de La Haye en 2016 qui rejetait justement les revendications chinoises à la demande des Philippines. Donc là, en ce moment, les Chinois et un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est cherchent à mettre en place ce qu'on appelle un code de conduite en mer de Chine méridionale. Et donc, évidemment, Pékin aimerait beaucoup que les pays d'Asie du Sud-Est traitent directement avec la Chine sans que les États-Unis, évidemment, interviennent. Mais on est dans une logique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans une logique de confrontation entre les États-Unis et la Chine qui dépasse à la fois très largement la mer de Chine méridionale, très largement Taïwan. C'est une confrontation qui porte en fait sur, j'allais dire, la régulation du monde en définitive, parce que d'un certain côté, le monde a été gouverné en quelque sorte par l'Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et depuis 2008, depuis la crise financière de 2008 à laquelle la Chine a permis, en participant activement, d'éviter une crise vraiment très grave, la Chine a pris conscience que finalement le monde tel qu'il fonctionnait jusqu'alors ne pouvait plus fonctionner de cette manière-là. Et donc à partir du moment où la Chine a commencé à réclamer, j'allais dire, sa voix au chapitre, aux États-Unis et en Occident de manière un peu plus large, évidemment on a considéré ça comme une menace finalement. Et donc à partir de là, un certain nombre de dossiers ont été mis sur la table. Alors, il y a eu d'abord les questions commerciales, les questions technologiques, et puis maintenant, il y a les questions territoriales. Oui. Et puis, Taïwan est un peu entre les deux. À la fois, il y a une question territoriale, mais il y a une question aussi autour de valeurs, la démocratie, puisque Taïwan est une démocratie et dans le sens occidental du terme. Et donc, les États-Unis mettent beaucoup l'accent, et d'ailleurs le gouvernement taïwanais également, mettent beaucoup l'accent sur cette défense des valeurs démocratiques comme un instrument finalement pour mobiliser l'opinion internationale. Et c'est ce qui explique sans doute aussi pourquoi en Occident il y a beaucoup de mobilisation autour de la question taïwanaise. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron dit il ne faut pas que l'Europe soit suiviste derrière les États-Unis sur la question taïwanaise, ça a suscité un très fort remous. D'où les critiques essuyées sur les déclarations de Macron. Exactement, parce que effectivement, ça remettait en cause, en définitive, ces valeurs les valeurs démocratiques, les valeurs universelles que l'Occident défend Oui. Face à la Chine et face à d'autres pays qui aujourd'hui, effectivement, dans le monde, voient, disons, l'Occident non plus comme un sauveur, comme ça a été le cas il y a quelques années auparavant. Et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une alternative, un monde alternatif qui existe. Et donc, finalement, on peut considérer, en résumant, j'allais dire très vite, que Taïwan est un petit peu le symbole de cette lutte qui existe aujourd'hui entre un monde occidental qui cherche à garder finalement une emprise sur la gouvernance du monde et un pays comme la Chine qui cherche lui aussi à avoir sa voix au chapitre et pouvoir apporter, j'allais dire, sa vision du monde. Oui, très bien, Monsieur Leblanc. Monsieur Li Yuan, Moscou soutient Pékin et estime que celle-ci est victime de provocations de la part des États-Unis, peut-être parce qu'il y a des similitudes entre le dossier ukrainien, mais également le dossier taïwanais. Qu'en pensez-vous? Je pense que la Russie est un pays souverain. Donc, elle a tout à fait le droit d'avoir sa considération et son jugement. Je voudrais revenir sur la question démocratie et dictature. Oui. Vous savez que c'est un grand drapeau que l'Amérique essaie de mettre sur la terre. Donc, tout ce qui est contre l'Amérique est antidémocratique. Tout ce qui est pour l'Amérique et sur les suivistes, les vassaux, ils sont démocratiques.
Donc, c'est le plus grand pour nous, hein, pour moi-même personnellement, et pour beaucoup de mes amis en Chine, aussi beaucoup d'Européennes, c'est considéré comme l'hypocrisie la plus grande. Vous savez, quand on dit qu'il faut respecter la vie du peuple taïwanais, c'est vrai ce que dit mon interlocuteur qui dit que avant il y avait des gens qui sont partis de continent, donc qui avaient un sentiment d'appartenance à la Chine. Aujourd'hui, les jeunesses, ils sont nés à Taïwan, donc du coup, ils veulent moins rejoindre le continent. J'avoue, c'est vrai. Par contre, est-ce qu'on considère toujours que le peuple d'un territoire est l'idée suprême? Non, c'est pas le cas. Quand vous savez que Catalogne veut l'indépendance, le peuple a fait le référendum qui est considéré par tout l'Occident comme illégal. Quand les gens ont voté à Donbass pour l'indépendance, pour rejoindre la Russie, tout l'Occident considérait que c'est illégal. Et par contre, quand Kosovo, quand il veut l'indépendance, et c'est illégal. Et maintenant, quand Taïwan veut l'indépendance, et il faut respecter la géométrie variable un petit peu. Voilà, pas un petit peu, totalement. Donc, je voudrais passer un message, c'est que le colonialisme, c'est fini, mesdames et messieurs, c'est fini le colonialisme. L'Occident ne peut pas gérer le monde. Aujourd'hui, c'est pas que la Chine, tout à l'heure, mon avis dit que la Chine veut avoir un mot à dire. Non, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a tout le continent africain, il y a la moitié du continent Amérique derrière, parce que le monde est géré par l'Occident, on voit le désastre que ça trouve, et que on veut un monde plus juste, plus démocratique dans la gouvernance, plus égalitaire, plus humaniste. Différent du modèle occidental. Voilà, aujourd'hui, dans le monde géré par l'Occident, on n'est pas dans un monde égalitaire, on n'est pas dans un monde humaniste, on est dans un monde de puissants et des soumis. Donc, c'est pas comme ça qu'on conçoit le village global. Donc, il faut un nouveau monde. Donc, Macron, il est visionnaire pour moi. Il a dit qu'il ne faut pas être suivi des Américains. Bien sûr, que toute l'Europe est dans cette communication américaine depuis des décennies, pense que waouh, c'est choquant. Monsieur le Président Macron a dit que on doit sortir de notre conception du monde. Vous savez que le monde avance vite. Soit on accompagne la mutation, soit la mutation a fait que on va laisser les gens qui ne considèrent pas la mutation comme telle. Donc je pense que c'est ça la vraie question aujourd'hui. Très bien. Réfléchir l'Europe. L'indépendance et l'autonomie stratégique. Est-ce qu'on doit suivre les Américains ou alors on doit avoir aussi un rôle à jouer en tant qu'un pôle à part entière, mais ne pas être juste le mot Occident. Ce mot-là est un peu, je dirais, arriéré. Très bien. Monsieur Leblanc, encore faut-il, Monsieur Liwan, que le président français arrive lui-même à s'extirper de cette emprise américaine, et on l'a vu donc depuis la guerre en Ukraine. Monsieur Claude Leblanc, juste une dernière question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et qu'on arrive à la fin de cette émission. Alors, à qui profite la crise à Taïwan et le pas sera-t-il franchi selon vous par la Chine ? La crise ne profite à personne, à vrai dire, si ce n'est que ça profite dans le sens de montrer ses muscles, que ce soit du côté américain ou du côté chinois. Ça permet de faire une démonstration de force, de montrer qu'on a des porte-avions, qu'on a des missiles longue portée, qu'on peut mener une guerre aujourd'hui. Donc ça, c'est, je dirais, le côté utilitariste de la crise. Ensuite, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt ni de la Chine, ni des États-Unis, ni du reste du monde d'ailleurs, qu'il y ait une guerre autour de Taïwan. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que dans les semaines ou les mois qui viennent, en tout cas d'ici la fin 2023, il y ait une crise majeure autour de la question taïwanaise, à moins d'un accident, parce que on est quand même dans une espèce de cocotte minute malgré tout. Il suffit d'une étincelle pour que les choses basculent, mais je ne crois pas. Il y a une certaine retenue parce que là, on voit bien aussi, par exemple, d'autres acteurs de la région. Je pense au Japon, par exemple, qui est très actif vis-à-vis de Taïwan. Le Japon et la Chine ont rétabli des liaisons de communication entre leurs marines pour éviter justement tout incident. Donc je pense que si vous voulez, on montre ses muscles, on essaye de faire
de montrer effectivement qu'on est assez fort, mais en même temps, il n'y aura pas des démonstrations de force, oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Claude Leblanc. Je vous rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de l'Asie, vous êtes auteur et enseignant. Je remercie également Monsieur Li Wan, expert en questions internationales. Vous êtes avec nous depuis Pékin? C'est bien cela? Voilà, merci messieurs d'avoir pris part à ce débat. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Politique. Au revoir.